autour de quelque chose qui leur est commun, okay, prend aussi le sens contemporain, le présent, mais aussi, troisièmement même, le futur en fait. Donc il faudrait que dans l'idée de nation, et quand je fais, c'est vrai que parler tout simplement de nation peut... c'est très vaste, quoi. Oui, c'est très vaste. Mais quand je parle de nation dans le cadre africain, je parle d'État-nation en fait. Alors, il n'y a pas d'État-nation en Afrique. Il n'y a pas d'État-nation. C'est-à-dire, on a des il n'y a qu'à voir les frontières, la forme des frontières. C'est ça, on a des micronations. Quand tu regardes les frontières en Afrique, c'est comme si ça a été coupé par des ciseaux. Donc, c'est un peu dommage. C'est une histoire, ça reste une histoire coloniale. On a hérité de ça. Il faut, dans son histoire, intégrer tout ce qu'il y a eu comme méfait. Mais aussi, il faut avoir le courage, en fait, de construire des États-nations qui aillent vers, je ne dirais pas le progrès, mais vers l'épanouissement des populations qui vivent dans cet État-nation. Et donc, pour qu'il y ait épanouissement des populations, il faudrait qu'on arrive à construire des États-nations qui soient quoi? Qui soient basés sur une mémoire de la société en tant que telle, que des gens se retrouvent, mais aussi que cet État-nation soit basé sur des éléments qu'on soit dans une démarche prospective. Ouais, une dynamique commune, une volonté de futur commun. Oui, exactement. Alors, de sens, qu'on aille dans le même sens. J'évoquais la question du retard. La question du retard, elle est plutôt liée au fait qu'il y a toujours des identités partagées. Il y en aura toujours des identités partagées. Parce que, pourquoi je dis cela? C'est parce que dans mes recherches, notamment dans mon mémoire, j'ai développé l'hypothèse selon laquelle ce sont les identités non partagées, c'est-à-dire des identités antagonistes, qui sont des conditions permissives au déclenchement des guerres civiles. C'est-à-dire, pour qu'il y ait guerre civile, il ne suffit pas seulement que la France, ou je donne des exemples, comme ça, ou la Russie finance tel mouvement rebelle. Il faudrait qu'à la base, que je vois en l'autre mon ennemi, c'est-à-dire que je me fasse une représentation identitaire de l'autre comme mon ennemi. À partir du moment où, Maxime, je te considère comme quelqu'un qui m'est nuisible, comme quelqu'un qui est nuisible en fait à mon épanouissement identitaire, à mon estime de groupe, là, il y a des identités antagonistes. Donc on ne peut pas parler de guerre civile, on ne peut pas parler aujourd'hui de conflit en parlant uniquement de ressources naturelles, en parlant de financement du terrorisme, en parlant de ceci, cela. Ça, c'est tout ce qui va... Sans évoquer... C'est pas le terreau, c'est pas le cœur du problème, mais c'est ce qui lui permet de se déployer. C'est ça. Non, ça reste même la source, en fait, la question identitaire. Je parle vraiment de l'Afrique, je parle notamment du Mali, je parle aussi de la Casamance, donc, puisque je suis le reste ne fait qu'exploiter ce problème-là. C'est ça, donc tout le reste, c'est des éléments qui participent à la structure des opportunités, ce que les sociologues mondialistes, les sociologues des mouvements sociaux et des mouvements altermondialistes appellent la structure des opportunités. Il y a une structure des opportunités qui fait qu'à un certain moment donné, il y a un déclenchement de conflit. Mais à la base, avant le déclenchement des conflits, il y a d'abord des identités qui sont antagoniques, des identités qui sont belliqueuses. Et sur ces identités intervient la construction, par exemple, l'instrumentalisation politique, donc à des fins comme géostratégiques, etc. Donc, il faudrait que nos États-nations arrive dans la construction de l'État-nation à dissiper ces identités antagoniques. C'est très possible. On l'a vu aujourd'hui, je donne un exemple. On prend aujourd'hui l'OCDE, on prend l'Union européenne. On parle, il y a certains spécialistes, notamment Michael Doyle, qui va parler de la doctrine de la paix démocratique. C'est devenu une doctrine maintenant. Donc tu dois en connaître quelque chose, même Hugo. Doctrine de la paix démocratique. En gros, en résumé, pour nos auditeurs, c'est de dire en fait que les démocraties ne se font pas la guerre. Alors pourquoi les démocraties ne se font pas la guerre? Parce qu'il y a certaines valeurs, certaines idéologies qui sont partagées entre ces pays qui se disent démocrates. Donc un pays démocratique se dira, écoute, j'ai les mêmes valeurs en fait que l'autre, je ne vais pas l'attaquer. Je vais plutôt attaquer un pays qui n'a pas un régime démocratique. Donc il y a cette question. L'identité reste très importante dans le déclenchement des guerres civiles. Donc c'est dans ce sens que je dis que la construction de nos États-nations, et c'est encore possible,
Et on peut faire l'hypothèse en fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'État du tout. Il y a le retrait des États puisqu'il y a des identités un peu partout. L'État même n'a pas le monopole en fait de gestion de la violence légitime. Ce n'est pas l'État aujourd'hui qui fait l'ordre en RDC. Ce n'est pas l'État aujourd'hui qui fait l'ordre au Sahel dans certaines parties, bien sûr. C'est plutôt des bandes organisées qui sont financées. Et donc, la question de l'État-nation aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes constitués par différents groupes sociaux, discutons, ouvrons le dialogue. Je fais allusion aussi à la démocratie. C'est ça aussi la démocratie. C'est d'appeler tous les groupes sociaux et de leur faire part d'un projet qui est communautaire, qui est plutôt national, mais auquel projet ils se sentent tous concernés. Donc la démocratie, elle ne doit pas seulement être, elle doit pas seulement s'imposer de là-haut, elle doit être participative, c'est ça, elle doit être citoyenne. Il ne faut pas que ce soit Bernard-Henri Lévy qui vienne l'installer. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait une démocratie participative, et pour qu'il y ait cette démocratie participative, il faudrait qu'au niveau des identités, que des scientifiques, que des politiques fassent un travail extraordinaire, un travail que des pères de l'indépendance n'ont pas eu le courage de faire, parce que tout simplement, ils étaient préoccupés par autre chose. Ça, c'est un sacré travail d'en arriver jusqu'ici, parce que même en France, je veux dire, c'est pas exactement comme ça se passe. Je veux dire, en France, c'est peut-être pas des bandes organisées, mais je veux dire, c'est quand même des groupes, des lobbies, etc. Et c'est essentiellement des puissances d'argent qui détiennent le pouvoir. Je veux dire, ce qu'on appelle démocratie en France, ça n'est finalement qu'un théâtre où ceux que l'on peut voir à la télévision, dans les médias, etc., ce qu'on appelle des politiques, ne sont que des poulains sur lesquels on a misé. Je veux dire, c'est des gens qui ont été financés, des campagnes présidentielles qui coûtent des millions d'euros, etc. C'est pour ça que, même encore une fois, sur cette notion de retard, je veux dire, ça sous-entendrait que tu parles du principe qu'ici, nous vivons dans cette démocratie. Et je te dis non, je veux dire, on vit pas aujourd'hui, on vit pas dans cette démocratie dont tu parles là. Donc à ce moment-là, si vous parvenez à réaliser ça en Afrique, vous seriez presque les premiers à le faire. Et peut-être que ce serait nous autres Français qui auraient à tirer des leçons. Après, la démocratie en tant que telle reste un concept en fait. C'est à chaque pays de voir en fait de manière consensuelle. Je reste un homme du consensus, du compromis. J'ai horreur en fait de ces États qui doivent imposer aux autres, surtout les groupes minoritaires, ce qu'il faut faire en fait. Je pense que une société même, je dirais même une société mondiale, une société beaucoup plus viable, doit rester sur cette dimension de la démocratie, cet élément de la démocratie qui est le consensus, qui est le compromis. Et il y a beaucoup d'institutions, il y a le Parlement, il y a plein de trucs. Chaque pays à sa manière peut en fait réguler ceci. Mais pas, on ne doit pas en fait revenir au Moyen-Âge, quoi, où vraiment il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un peu... Et c'est dommage que ça existe encore, pas seulement en Afrique, mais dans plein d'autres pays. Alors on entend beaucoup parler de l'Afrique finalement dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a un ensemble africain comment peut-on soit distinguer, je veux dire, on parle des États, mais on dit que les États ont été découpés presque au couteau, à la scie, de façon assez droite finalement, qui ne respectent pas forcément les groupes culturels présents en Afrique. On parle souvent des Africains, de l'Afrique. Quel regard porter sur cette question ? Est-ce que Marc, Christian, je ne sais pas, répondez. Voilà, je pense que vous pouvez être complémentaires et peut-être avoir des points de vue différents sur la question. Alors, il y a plusieurs problèmes qui en fait font de l'Afrique un ensemble dans la problématique, dans les problématiques, je parle. Après, il y a différents territoires qui font que les questions sahéliennes se regroupent partout dans la bande du Sahel, et les questions de l'Afrique interlacustre de manière identique aussi, de la RDC jusqu'à l'Ouganda en passant par le Burundi et Rwanda. Il y a quand même des problèmes qui se posent à tout, mais alors au départ, on va dire que les frontières sont un problème, donc voilà, la conférence de Berlin, c'est un problème. C'est pas tant aussi le côté aussi, je veux dire, on va dire quadrilatère des frontières qui pose problème, c'est plutôt l'arbitraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des peuples sont répartis un petit peu partout. C'est-à-dire que vous avez dans la Côte d'Ivoire plusieurs peuples qui se regroupent un petit peu partout et qui sont séparés par une frontière qui en fait avant, dire quand on a créé les frontières, donc fin du 19e, quand on a, façon de parler, ce qui était problématique, c'est que les zones qui aujourd'hui sont des zones de frontières étaient les zones tampons où les peuples en fait pouvaient transhumer, et c'est ça qui fait le gros problème africain, c'est-à-dire voilà, vous séparez une ethnie ou des
des tribus, donc qui sont une composante d'une ethnie, dans différents territoires. Et c'est là aussi que la question nationale se pose, parce qu'on se dit, mais mince, c'est ce qui explique aussi que l'instrumentalisation peut fonctionner, notamment au Congo. Je veux dire, si aujourd'hui des gens se disent, bah, on est de l'ancien empire Congo, c'est bien qu'il y a un problème à la base frontalier. Même si c'est instrumentalisé, bien sûr. L'autre problème, c'est l'État. Et dès les premiers États, on pourrait aller très vite des années 60, dès les années 60, c'est la période la grande vague des décolonisations. C'est à l'époque où monsieur Félix Houphouët-Boigny disait qu'on avait hérité d'un État, que la Côte d'Ivoire avait hérité d'un État, mais pas de nation véritable, et qui disait que c'était des constructions de longue haleine. Donc c'est quand même à questionner déjà. C'est-à-dire, ce propos est quand même, à mon avis, prophétique. Et donc la question des États, Georges Balandi disait tout de suite qu'en fait les États africains les peuples africains devaient créer eux-mêmes ce que l'histoire avait permis entre guillemets aux Occidentaux d'acquérir sur le temps long. C'est aussi ça. Donc on agit avec rapidité, ce qui donne place jusqu'aux 90, en grande majorité, je me répète, au parti unique, aux influences des fois quelque peu marxistes, léninistes ou autres, et justement on pourra faire la jonction avec le Burkina Faso. Mais donc cette question-là, et la question justement nationale, c'est de savoir, alors il y a plusieurs questions qui se sont posées. C'est-à-dire que quand on voyait que ça marchait pas forcément, des penseurs africains ou autres d'ailleurs pour le coup, se sont posé la question de se dire qu'est-ce qu'il faudrait ? Est-ce qu'il faut des États multinationaux ? Ils en ont parlé un petit peu justement. Est-ce qu'il faut ça ? Est-ce qu'il faut du fédéralisme ou est-ce qu'il faut un État démocratique classique, de type classique ou néoclassique ? Et en fait, on voit que même dans le cas d'un fédéralisme, Nigeria, Afrique du Sud et le dernier il m'échappe, il va me revenir, l'Éthiopie. L'Éthiopie, on voit très bien que les problématiques se reposent. C'est-à-dire que c'est pas forcément un problème aussi, c'est un problème aussi de structures qui ont été appliquées trop vite. Donc c'est ça qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Et à mon avis, le gros problème, c'est aussi l'identité, qui en fait pose problème, qui est l'épicentre. C'est-à-dire que vous avez frontières, État et nation, ça forme un triptyque, et à l'intérieur vous avez ces trois notions-là qui en gros regroupent ce que en latin on appelle le nomos, donc au sens le lieu, pas le lieu, le nom, le topos, donc le lieu, et le logos, la parole, la mémoire. C'est ça qui ça regroupe aussi dans ces dialectiques-là. Donc vous avez ces trois choses qui se posent, qui regroupent ça, parce que à une ethnie particulière peut instrumentaliser sans être instrumentalisé de façon mémorielle, être pensé ou non, un territoire qui peut se réaffirmer, l'Azawad pour les Touaregs, les populations du Nord Congo, dans le cas du Congo avec un K, je précise, dans le cas du Congo-Brazzaville, les identités Tutsi et l'identité Hutu qui sont réparties sur plusieurs États, je le répète encore une fois. Mais bon, justement, ce qu'on pouvait parler dans le cas du Sénégal aussi, là, je parle sous ton contrôle, mais entre les identités de Basse-Casamance, c'est-à-dire entre les Malinké et les Diola, je pense qu'il y a quand même une recherche dans tout ça. D'ailleurs, c'est à mon avis un cas assez particulier, le Sénégal, et qui fait qu'aujourd'hui, avec des auteurs africains ou autres d'ailleurs, c'est pas, là pour le coup, c'est pas typiquement une analyse africaine, c'est de dire que donc c'est le seul pays qui n'a pas vraiment connu de coup d'État depuis l'indépendance. C'est le pays de l'illustre Senghor. Ce qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, si la question de l'État ou du coup d'État des coups d'État se posent pas au Sénégal, c'est aussi parce que la guerre identitaire, où je pense a reprise depuis les années 70, je pense, peut-être pas encore aujourd'hui, mais entre justement cette Casamance dont tu parlais. Et ça m'a fait plaisir que tu en parles, parce que avant de trouver ça, avant de trouver vraiment les vraies questions qui se posaient au niveau identitaire au Sénégal, j'ai dû chercher, je me dis mais c'est pas possible, personne n'en parle. Et quand je suis allé voir des auteurs africains, j'ai dit ah bah oui, mais voilà, je vais trouver mes réponses. Donc voilà, en tout cas, tout ce qui est, il y a des épiphénomènes, il y a des cas particuliers, je pense que le Sénégal en est un. Mais en tout cas, les grandes questions qui se posent au niveau politique, c'est les frontières, l'État et la nation, auxquelles je rajoute, et c'est là, moi, à mon avis, le point central, donc la création de l'État, donc c'est le premier truc, et la démocratie. Le discours de La Baule, de Mitterrand, donc voilà, station balnéaire de la côte bretonne, là, c'est la conférence franco-africaine du début des années 90, diligentée par François Mitterrand, qui regroupe à La Baule, donc. Et en fait, en gros, le postulat, c'était on est dans une dialectique assez particulière. On est dans la fin de la guerre froide. On est à cette époque où on pense que tout échec politique, socio-économique est dû à l'absence de démocratie. C'est la grande dialectique de ces politiques de fin du XXe siècle. Si rien ne va, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie. En gros, c'est ça. Et donc du coup, on va mettre la démocratie, puis si vous mettez la démocratie, la France continuera à vous aider économiquement. Parce qu'en fait, on voit très bien aujourd'hui que même la France, dans les pays où ça n'a pas progressé démocratiquement, on aide toujours. Donc vous voyez, il y a d'autres logiques qui pourront même intéresser Maxime. En tout cas, et on voit que
la question démocratique, et c'est un énorme problème. Alors déjà, il y a la rapidité de la mise en place, évidemment, et on est dans des structures qui aujourd'hui, suite à justement, dans tout ce que tu parlais, cette frustration des indépendances, cette frustration acquise par les partis uniques, les conséquences des partis uniques et cette manque de recul des pères fondateurs, on va dire, enfin, comparé vis-à-vis des pères fondateurs, pose cette vraie question. On ouvre un jeu qui est quantitatif sur des identités qui sont par essence qualitatives. Alors moi, c'est vrai que on peut très facilement, par instrumentalisation, par volonté de le faire, on peut très facilement annoncer les résultats à l'avance. En Afrique, très facilement d'un point de vue quantitatif, ce qui veut dire que ce ne sont pas forcément les mêmes logiques partout. Il y a des logiques vraiment différentes qui peuvent être vraiment de la volonté de le faire, de la volonté de voter, de la pensée, de l'idéologie, il y a un peu de tout. Mais en tout cas, on voit que depuis la démocratie, les conflits ont cessé de devenir importants en Afrique. Alors, et puis aussi, il faut expliquer ça, à l'époque où il y avait les partis uniques, la moindre révolte était quand même durement réprimée, ou alors c'était un coup d'État. Donc, c'était très facile. Donc il y avait quand même, puis même, je veux dire, Félix Houphouët-Boigny aussi, regardez, c'est très simple, la Côte d'Ivoire, je m'arrêterai sur cet exemple-là, mais pour moi la démocratie c'est un vrai problème. Il n'y a pas eu vraiment de gros conflits, ce qui s'est passé notamment en Côte d'Ivoire. Quand Félix Houphouët-Boigny est parti, le vieux, on l'appelait le vieux, il est mort en 93, tout de suite, l'enjeu pluraliste arrive, 95, la première élection présidentielle, on voit se déchirer Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Déjà, voilà, on pourra en parler. Henri Konan Bédié dit tout de suite, et comment ça rejoint la question d'identité, à Alassane Ouattara, qui était l'ancien Premier ministre, en fait, du régime qui est juste avant la mort de Senghor, de Félix Houphouët-Boigny, pardon, Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny mort, Ouattara était son Premier ministre. Ouattara dit en 95, je vais me présenter aux élections. Bon, bah, dans le coup, d'accord. Puis Henri Konan Bédié, qui avait un poste au gouvernement, dit bah, moi aussi je vais me présenter, mais monsieur Ouattara n'est pas légitime à se présenter parce qu'il a des origines burkinabées. Et voilà, la grande question, c'est de savoir, en fait, et c'est ça la grande question, c'est ça que je voulais en venir, et on pourra en débattre un peu après, mais vous êtes sur des États où des fois les présidents, plutôt les candidats, et surtout dans les années 90, se présentaient dans des États qui, quand ils sont nés, n'étaient pas encore États. C'est-à-dire, vous voyez, c'était la grande rhétorique, c'est de dire, bah, finalement, ton père n'est pas né sous l'État, il n'est pas congolais, il n'est pas né quand l'État congolais existait. Bah donc tu n'es pas éligible, tu ne peux pas être éligible. Alors après, et c'est toute la rhétorique qui s'est faite en fait, qui a été reprise de l'ivoirité par Laurent Gbagbo. Il a repris exactement. Et je veux juste préciser quelque chose, et je terminerai là-dessus, mais il faut que j'arrête de m'emballer. Mais je préciserai juste quelque chose, que l'ivoirité, c'est pas une création de Laurent Gbagbo, c'est pas une création de Henri Konan Bédié. C'est un détournement d'abord par Henri Konan Bédié, puis repris par monsieur Laurent Gbagbo, parce que cette question de l'ivoirité a été créée dans un quotidien, enfin dans un article de journal qui s'appelait Fraternité Matin en 1974. Il parlait justement je pense plus dans le sens de Renan, justement, c'est de chercher cette question d'identité propre qui peut nous être propre, enfin qui peuvent leur être propre. Et ça a été repris dans des enjeux pluralistes où l'identité a explosé au Cameroun aussi, a failli exploser. Et donc forcément, les identités étaient très 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 écorchées à cette époque-là. Et on rajoute des trucs quantitatifs, donc voilà, le plus nombreux l'emporte. Et très facilement, on en arrive à des aberrations qui expliquent aujourd'hui les guerres qu'on connaît. Enfin, je pense. Je vais proposer à Christian de formuler éventuellement une réponse je suis un peu long, relativement courte pour que nous puissions continuer le dérouler, mais si tu as des compléments à ajouter ou à répondre à Marc. Sur une forme de conclusion en fait sur cette présentation que nous proposons depuis un petit moment. Il y a plein d'éléments qui sont justes dans ce que Marc vient de dire. Donc pour conclure, il faut juste parler d'état importé, un terme qu'a utilisé Jean-François Médard. Donc ça peut résumer en fait tout ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire se rappeler en fait que l'État après tout c'est pas une construction en fait de l'Afrique dont nous sommes en train de parler, et que penser l'État dans une vision occidentale c'est se mettre à porte-à-faux avec des réalités sociales. Il faut penser l'organisation sociopolitique de certaines nations africaines en partant du bas, c'est-à-dire en partant des groupes sociaux, en partant des communautés qui ont en fait des allégeances par rapport à leur identité. En fait, je suis Djola, je suis Mandeng, je suis Soussou, je suis Malinké, etc., etc. Donc on ne peut pas aujourd'hui faire fi en fait de ces allégeances identitaires, et c'est pas parce qu'on s'intéresse
à ces identités. C'est pas parce qu'on s'intéresse à l'affirmation identitaire qu'il y a du nationalisme. Il y a nationalisme quand, au nom de mon identité, je pense que l'autre ne mérite pas les mêmes droits en fait que je m'octroie. Donc, il y a aussi dans le fait de m'affirmer identitairement, de reconnaître, on est sur la dimension de la reconnaissance, de reconnaître à l'autre le droit à l'existence, le droit aussi à l'affirmation identitaire. Je crois que cette question est très importante. Quand bien même vous ne partagez pas les mêmes frontières. Donc il y a cette question du droit qui vient prendre le dessus sur tout ce qui est frontières, souveraineté, etc. Merci. Je me tourne maintenant vers Marc et Hugo. Nous avions réalisé une émission donc, il y a quelques semaines sur le Burkina Faso. Qu'est-ce qui a évolué la situation au Burkina Faso? On se souvient qu'au moment où Marc avait fait la chronique sur le Burkina Faso, Blaise Compaoré venait de dire en gros qu'il allait quitter le pouvoir. Il avait quitté d'ailleurs. Qu'il avait quitté, oui, il venait de quitter le pouvoir. Qu'en est-il depuis ce moment-là? Alors Hugo, je crois qu'il y avait... Non, déjà... Hugo complété par Christian, on va faire comme ça, puis après je reprendrai. Ouais, non, mais complété déjà, par Marc. Voilà, il y a un fait très récent qui me semblait très intéressant à apporter et à mettre en lumière, c'est le fait que déjà le parti de Blaise Compaoré, dont le nom m'échappe, CDP. voilà, Congrès pour la démocratie et le progrès. très très jolie appellation par ailleurs. Ce parti en question là a été interdit par le nouveau pouvoir en place. Donc déjà il y a une espèce de rupture, je ne sais pas si elle est symbolique ou si elle va être poursuivie d'une quelconque manière, mais en tout cas voilà, il y a une rupture et je trouvais c'est intéressant de le souligner, ça s'est passé je crois il y a 2 ou 3 jours, donc c'est vraiment très récent. C'est récent, on est dans l'actualité. Hein. Il y a 2 jours ça s'est Après, quant à Compaoré, il ne reviendra décidément pas au pouvoir. De rappeler quand même ce que j'avais dit il y a 2 semaines, que c'était dans l'idée de François Hollande de le placer à la tête de la francophonie à un moment donné, avant que la dérive qu'il a connue se déroule. Donc voilà, comme quoi le destin d'un homme peut chavirer et peut changer en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, aujourd'hui c'est Michaël Jean qui est à la tête de la francophonie et puis Blaise Compaoré qui est parti dans je ne sais plus quel pays, en Côte d'Ivoire je crois. Qui était au Maroc mais est revenu en Côte d'Ivoire. Voilà, comme quoi François Hollande pour les futurs candidats s'inspire un petit peu de notre émission. Enfin pour les candidats de la francophonie, voilà, il propose à la francophonie un burkinabé. Donc voilà, vous voyez qu'on est quand même bien dans les sujets de notre émission. Non, vous n'y croyez pas? Oui, j'en doute que ça soit une bonne inspiration en tout cas. Et puis non, le choix était fait. Enfin, cette décision de pousser la candidature de Blaise Compaoré date d'avant les événements, hein, bien avant. Bien sûr. Et étant donné le scénario, Abdou Diouf et François Hollande ont décidé d'opter vers une autre option, qui du coup n'a pas été africaine. Christian, sur cette actualité burkinabèse depuis ces quelques semaines. Burkinabé, pardon. Ah, autant pour moi. Oui, Hugo, c'est vraiment intéressant de souligner en fait la suppression du CDP. Et comme tu le dis, c'est de l'ordre du symbolique. C'est un signal en fait. C'est un signal que lance le comité de transition politique, je pense. Signal dans le sens où alors, on fait savoir en fait à Blaise Compaoré, à tous les membres de son parti, que la transition, elle doit être effective. C'est-à-dire, elle doit changer par rapport aux hommes politiques qui doivent aujourd'hui conduire le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, et aussi par rapport au plan en fait, politique de manière très générale, par rapport à aujourd'hui quand on regarde un tout petit peu l'organigramme, la composition en fait, de ce comité de transition, on se rend compte que il y a l'aile militaire qui est toujours là, qui n'a pas bougé, donc il y a une sorte de transition, c'est depuis Sankara, Compaoré, et puis on a Zida qui est là. Et puis, il y a aussi une nouvelle aile qui n'avait pas de puissance, qui constituait l'opposition, qui est la société civile. Donc ça, c'est très important. Savoir qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est dirigé par la société civile et puis l'aile militaire. Alors, ça donne un peu de nouveauté, en fait. Ça change
un peu la donne sans trop en fait changer la ligne politique qui a été toujours conduite par des capitaines en fait, des capitaines d'armée. Je pense notamment au capitaine Thomas Sankara, paix à son âme, parce que je suis resté longtemps sankariste. Et donc, oui, il y a cette dimension qui est très importante. C'est d'ailleurs encourageant, puisque on est arrivé à un moment, en fait, où, du point de vue politique, dans la plupart des États africains, je reviens encore sur cette thématique, parce que ça me tient à cœur, en fait, c'est désolant qu'au XXIe siècle, qu'on soit encore dans des États où les présidents s'éternisent, en fait, où des présidents pensent qu'ils sont la seule tête pensante du pays, qui ne peut pas avoir de transition politique. Il faudrait qu'on soit dans le changement, et c'est quand il y a du changement qu'il y a un peu de dynamisme et qu'il y a du progrès. Ça, il faut se le dire. Et la plupart des pays occidentaux ont atteint un certain niveau de développement parce qu'il y a eu du changement, parce qu'il y a eu du dynamisme. Alors, c'est un signal parce qu'aussi, à part la suppression du CDP, il y a le fait que la ministre en fait chargée des affaires publiques, je crois, est en train de nationaliser en fait certaines entreprises, notamment l'entreprise qui s'occupe de l'immobilier, elle est en train de nationaliser. Là aussi, ça reste un signal. Un signal contre qui? Un signal en fait contre tous les partenaires, les anciens partenaires. Je le dirais ainsi, c'est un peu exagéré de le dire, puisque je n'ai pas les éléments en fait suffisants pour étayer une telle thèse, mais je pense qu'il y aurait là un signal contre tous les partenaires, tous les anciens amis de Blaise Compaoré en fait, qui s'enrichissaient en fait sur le dos de la population. J'ai espoir en cette transition, parce que on voit un peu partout des signaux qui montrent que elle sera effective, cette transition, ce qu'attendait en fait le peuple burkinabé. Il l'a montré par le mouvement en fait du 30. Et donc, ouais, super. Marc, un petit il y a élément 2 sujets, ouais. complémentaire, et puis nous poursuivrons sur le Rwanda. Soyez très attentifs sur le Rwanda, ce sera l'initiative de notre Exactement. question de Noël. J'aimerais réagir justement sur l'idée de ces présidents qui restent au pouvoir. Si vous voulez, ce qui fait aujourd'hui cette longévité-là, c'est la jonction du parti unique au multipartisme. Souvent, il est arrivé, le BIA par exemple, j'en parle souvent, qui est arrivé en 82, qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. C'est vraiment cette transition où en fait les influences du parti unique ne sont pas mortes, et on en voit un cas exceptionnel avec le prétorianisme, avec la place de l'armée plutôt au Burkina dans cette transition-là. Et il faut distinguer, à mon avis, 2 choses. Dans les systèmes transitionnels, on distingue les transitions après un conflit, donc justement là ça peut rejoindre les politiques de reconnaissance, et les transitions par soulèvement de l'armée accompagné de la naissance de la société civile. Il y a 2 formes de transition qui ne sont pas les mêmes, mais dans les 2 cas, j'ai peur en tout cas que ça soit assez long. Et en tout cas, là, je viens de terminer une étude sur justement le Burundi, et ça fait quand même au moins 15 bonnes années qu'on attend. Qu'ils attendent, parce que je me mets dedans, mais qu'on attend que la CVR, donc soit la CRV, soit mise en place. Alors un tribunal spécial pour juger les crimes, ça nous semble hypothétique et seulement une utopie. Et ça va mettre à mon avis, ça va mettre du temps, et ça va mettre beaucoup de temps. Surtout qu'en fait, il va falloir à un moment que la jonction et l'alliance, plutôt le lien qui s'est établi non volontaire entre l'armée et la société civile, il va falloir que ça cesse à un moment. Que la société civile, à mon avis, prenne sa place, et que le militaire dégage. Et à mon avis, ce qui sera le plus compliqué, et c'est pour ça que je pense que ça va mettre beaucoup de temps, et l'histoire africaine montre à beaucoup d'égards que ces systèmes de transition sont déjà très longs, et qui peuvent, qui plus est, amener à d'autres conflits, des résurgences de conflits. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, je ne connais pas assez le Burkina Faso pour en parler de cette manière-là, mais à mon avis, si on prend tous les schémas préétablis, ça ne sera pas si simple, je pense. Alors, nous avions également parlé du Rwanda, et vous en avez parlé quelque peu. Y a-t-il eu sur ce sujet-là des évolutions depuis notre dernière émission d'il y a 15 jours, Hugo, sur l'actualité? Sur l'actualité, il y a en effet, là encore, c'est sorti mardi, du coup, il y a 2 jours, décidément. Beaucoup de choses en ce début de semaine. C'est le fait qu'il
pourrait avoir une relance de l'enquête menée par Marc Trévidic, notamment autour de l'attentat en 94, l'attentat sur l'avion du président rwandais de l'époque. Donc Et du Burundi. Pardon? Et du Burundi. Il y avait le Oui, président oui, du Burundi mais aussi. Hein. On a celui tendance qu'on- à l'oublier finalement. Oui, mais voilà, bref. Ouais. Et notamment un équipage français, c'est là justement que se pose la question. Bon, le président rwandais en question, c'était Juvenal Habyarimana, qui n'a pas le nom ni le prénom, le nom, Bref. pardon, le plus facile à prononcer. Et voilà, si bien qu'il me perd. Donc, une enquête qui serait relancée autour de l'attentat, autour de cet avion-là, sur une piste possiblement française. Donc, est-ce que ce serait la France qui aurait fait cracher cet avion? Je vois Marc qui lève les yeux au ciel. Marc, alors, ce ne serait pas la piste la plus décisive? On rappelle très brièvement, Ouais, Marc, brièvement. quel est, selon toi, et selon les Oui, ouvrages que tu voilà. nous avais présentés, surtout la dernière fois, mais sur lesquels tu accordes un crédit, je dirais, personnellement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Voilà, les hypothèses c'est-à-dire qu'en sur fait, lesquelles les tu nous livres avais qui m'ont le présentés. plus, c'est ceux donc, forcément qui vont dans le même sens, et ceux qui m'ont plu, ce sont surtout ceux qui sont le mieux sourcés. Les mieux sourcés, c'est-à-dire qu'on a des enquêtes qui sont faites. Le TPIR, c'est pas quand même c'est pas une juridiction traditionnelle, c'est quand même Le l'ONU, tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, juste Créé- préciser une fois créé en l'acronyme. 94, commencé ses travaux en 1995, il finit ses travaux 20 ans après, c'est-à-dire début 2015. Donc ça va se finir, pour le dire ainsi. Non, alors en gros, le Rwanda s'oppose à deux problèmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive déjà pas à faire la lumière, et bon, je invite tous les auditeurs à écouter ce qu'on a fait la dernière fois, parce que là je vais être des fois beaucoup plus vaste. L'émission du 4 décembre. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux problèmes qui se sont posés dans les jugements qui ont été faits au TPIR. Déjà d'une, on a jugé que des Tutsis, et que des Hutus. Que des Hutus ont été attaqués, seulement eux. Alors que depuis 90, c'est le retour des Tutsis sur leur terre d'origine, pour le coup. Enfin, pas que leur terre d'origine, mais depuis 90 et 94, les exactions des rébellions Tutsis, financées, ça a été démontré, par en partie les États-Unis qui souhaitaient prendre une place, justement, dans cette place de l'Afrique Interlacus, qui, là, pour le coup, prend de la place avec le Kivu dans les ressources minières et ressources naturelles, éminemment. Puis c'est aussi de la géopolitique classique. Hein. Je veux dire, la France perdait son poids, et enfin, la France soutenait Habyarimana, et les États-Unis, Canada, Grande-Bretagne soutenaient les rébellions Tutsis. Donc il y avait vraiment un coup de poker géopolitique pour le coup là-dedans. Et donc on juge que des Hutus. Déjà d'une, voilà. Donc le monsieur Paul Kagame, qui est au pouvoir depuis la fin du génocide, est au pouvoir et il n'est pas inquiété du tout. Du tout, avec un système autoritaire des plus dantesques. On oublie souvent ça, c'est-à-dire qu'on va commémorer ce souvenir pour se souvenir pour se reconstruire. C'était le grand slogan du 20e anniversaire du génocide, mais bon, c'est quand même un des. Et puis bon, même les associations françaises qui défendent. Enfin bref, je rentre pas dans les détails, mais bon, ça me fait rire. Et autre problème qui va se poser, et je passe sur d'autres problèmes, mais l'attentat du 6 avril. L'attentat du 6 avril, c'est le point central. Il a été démontré que le génocide n'a pas été programmé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fomenté dans l'ombre par des personnes X qui, le jour, qui la veille, ont dit ça y est, allez, on attaque. Et on met notre plan. C'est-à-dire que c'est pas un plan d'attaque militaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, au départ, c'était. En gros, la thèse, c'était de dire des Hutus ont tué leur propre président Hutu pour. Ça y est, démarrer leur génocide et pour mettre en branle ce qu'ils avaient prévu depuis longtemps. C'était dit que c'était pas vrai. Donc ça veut dire que le génocide est bien spontané. C'est-à-dire qu'il est, après, ethniquement fondé, enfin, dans les attaques, évidemment, mais qu'il est spontané. Mais alors, qui a abattu l'avion ? C'est ça la grande question. Qui a abattu l'avion ? Les recherches qui ont été menées très récemment par des Africains ou même le TPIR, qui ont fait des enquêtes là-bas, et Charles Nana est un grand connaisseur, et ça fait plus de 20 ans qu'il travaille sur la question. C'est pas quand même quelqu'un qui, à mon avis, a fait des enquêtes de sources historiques. Il a trouvé des papiers très importants. Et il a vu que selon la position du tir, selon les missiles qui venaient d'Ouganda, donc en fait c'était forcément c'est quasiment démontré que ce sont des Tutsis qui ont abattu Habyarimana. Et donc aujourd'hui il faut faire le jour sur cette affaire, et là je terminerai. Et là on voit que des témoins, et on voit qu'aujourd'hui la culpabilisation revient sur la France. Et ce que dit Onana est très intéressant. C'est de dire, en fait, quand on accuse la France
C'est parce qu'en fait, on cherche pas les vrais problèmes. C'est un peu regarder là pour pas regarder ici, si vous voulez. Et il dit justement ça sert d'alibi pour pas enquêter sur les vrais problèmes. Parce que si vraiment, et je termine, promis, si vraiment Paul Kagame était sûr que c'était des Hutus qui avaient abattu l'avion, il ferait tout pour diligenter une enquête et pour mettre le clair sur cette affaire. Sauf que les pressions de Kagame, Kaloudénia avec les États-Unis ne permettent pas de faire le clair sur cette affaire. Et ce qui fait que ça donne du crédit à toutes les thèses qui ont été nouvellement développées. Je donne la parole à Christian peut-être pour un complément. J'ai vu que tu notais, peut-être as-tu des choses à ajouter ou un point de vue différent, je ne sais pas. Et puis ensuite, peut-être Maxime pour une petite synthèse de sa part sur ce sujet. Et puis ensuite, nous passerons à la francophonie et à la question de ce soir pour gagner un joli cadeau de Noël offert par Radio Rec. Très pédophile quand tu le dis comme ça. Merci beaucoup. Non mais bref, on retourne en Rwanda. Faut pas le rapport. Bon. Alors, il y a une véritable lutte narrative autour des accusations en fait sur celui qui a abattu l'avion en fait du président Abiy Ahimana, qui n'était pas seul d'ailleurs dans cet avion. Non, il était avec le président du Burundi. Donc ça c'est très important. Lors du 20e anniversaire en fait, de la commémoration du génocide rwandais, le président en fait, Paul Kagame en personne, qui était le secrétaire général du FPR, et qui dirigeait l'armée patriotique rwandaise, de l'APR. Exactement, disait ceci en fait en discours. Il disait « Aucun pays n'est assez puissant, même s'il pense l'être, pour changer les faits. » Les faits, après il poursuit en disant « Après tout, les faits sont têtus ». Donc il s'exprime en français alors que son discours était en anglais en fait et en son dialecte ou en langue locale. Ce qu'il faut comprendre par là, ou du moins le corps diplomatique français a compris cette phrase comme une accusation en fait, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, parce que durant longtemps, la relation diplomatique entre la France et le Rwanda est restée sans grand résultat en fait, guillemets, sur la question du jugement des génocidaires en tant que tel. Mais je pense qu'à ce niveau, sur la question sur la problématique de la justice sociale, il faut revenir en fait aux logiques sociales qui ont déterminé le conflit, le génocide rwandais en tant que tel. Le génocide rwandais a opposé des Hutus et des Tutsis. Donc les Hutus qui étaient dans une logique revancharde. Il y avait toute une organisation Hutu, notamment je parle du Hutu Power, et toute une milice qui était composée essentiellement de Hutus, on les appelle les Interamoués, qui étaient en fait financés par des puissances étrangères. Je n'ai pas d'éléments pour dire que c'est la France ou les États-Unis, mais l'élément certain, c'est que Paul Kagame, qui était l'opposant en fait de ce Hutu Power, de toute la conspiration, je dis bien conspiration, qu'il y avait autour des Tutsis, était lui, par contre, formé et financé par les États-Unis. Donc, il y avait vraiment ça. Et par rapport au missile sol-air qui a abattu l'avion du président, le missile, il est russe. Donc, c'est une marque russe. Est-ce que le missile vient de la Russie? Je ne pense pas. Est-ce que le missile est russe, mais a été envoyé par des Américains? C'est fort probable. Mais sur cette question, il faut comprendre qu'il y a une lutte narrative très intéressante. Chacun tire la couette de son côté, qui se dit, écoute, c'est ceci, c'est pas... Mais le plus important par rapport à cette question de justice sociale, c'est de voir comment il y a eu dynamique, notamment sur la question de la reconnaissance, à partir du génocide rwandais, en fait. Comment expliquer, ou du moins, quelles leçons les Rwandais ont tirées de ces génocides après 20 ans. C'est là où c'est intéressant. Aujourd'hui, au Rwanda, quand on regarde en fait les résultats du Doing Business, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le classement de la Banque mondiale sur les États en fait qui sont les plus attrayants. Les Doing Business, on fait un classement par rapport à certains critères, l'immobilier, la croissance économique, le PIB, mais le Rwanda, il me semble, apparaît en bonne position en fait par rapport aux autres pays d'Afrique. Donc, ce qu'on peut constater du point de vue statistique, c'est qu'il y a eu un travail qui a été abattu. Est-ce que ce travail a été seulement abattu par le président, par la qualité du président Paul Kagame, que moi je ne conteste pas? C'est quelqu'un que j'estime beaucoup par rapport à son franc-parler, par rapport au fait qu'il défend d'abord
je dirais pas son peuple, je dirais pas sa tribu ou son ethnie, il défend d'abord son pays, parce que c'est l'homme qui est arrivé à créer une certaine réconciliation, une certaine concorde entre les Hutus et les Tutsis. Parce que tout simplement, il a osé développer une politique de reconnaissance qui passe d'abord par la justice. C'est-à-dire, tous les génocidaires doivent être jugés et punis. Ça, c'est très important. Et le problème de la relation diplomatique est venu du fait qu'en certains moments, l'État français a voulu protéger certains génocidaires. Donc, il y a eu quelques couacs sur les questions diplomatiques. Longtemps durant, Paul Kagame n'a pas posé les pieds en France parce qu'il y avait cette situation. Avec François Hollande, les choses se sont un tout petit peu décantées. Je dis un tout petit peu décantées parce que François Hollande, dans sa politique, vous me corrigerez, se définit comme étant de la filiation de François Mitterrand. Rappelons-nous, François Mitterrand, c'est celui qui était président de la France lors du génocide. Donc, c'est quelque chose qui est de très important. Et d'ailleurs, Paul Kagame a refusé l'accréditation du diplomate français qui devait aller au Rwanda. Donc, ça reste des questions diplomatiques des problèmes diplomatiques qui parfois, pour les comprendre, il faut vraiment connaître les secrets d'État. Okay? Donc, on n'a pas assez d'éléments pour le dire, mais la seule leçon positive qu'on peut tirer, s'il y en a, bien sûr, de ces génocides rwandais, c'est qu'il y a une véritable politique de reconnaissance qui a été mise en place, notamment à travers l'exécution du plan du tribunal pénal international du Rwanda, qui est inspiré du tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie. Et ça, c'est très important. Hugo avait une question, et puis ensuite on demandera bien sûr à Maxime s'il connaît les secrets d'État. Non. Hugo. Plus qu'une question, en fait, c'est juste un petit complément d'information sur le secret d'État, justement. Parce que c'est, comme l'a dit Christian, un élément déterminant qui peut faire, qui doit normalement, si les secrets d'État sont déclassés, doivent pouvoir donner une décision, on va dire, concrète et presque vraie concernant l'enquête de Marc Trévidic. Et Marc Trévidic, visiblement, voudrait une déclassification de ces secrets d'État. Mais il faut que le ministre de la Défense, aujourd'hui dirigé par Jean-Yves Le Drian, accepte cette requête. Requête qui est encouragée par François Léotard, le ministre de la Défense de l'époque. Donc voilà, une espèce de jeu d'acteurs institutionnel, et il faudrait que la situation puisse se décanter pour en effet avoir réponse à ces questions qui, visiblement, si on suit les lectures de Marc, réponses qui ne doivent pas être vraiment difficiles à trouver si on creuse un tout petit peu, et si on fait preuve d'un peu de bonne volonté. Mais voilà, c'est assez compliqué. Il faut que ce verrou du secret d'État soit brisé. Et juste en complément, je pense que le génocide rwandais, c'était quelque chose de vraiment, vraiment évitable, en fait. C'est quelque chose qu'on pouvait éviter parce que longtemps durant, les différents acteurs politiques, que ce soit la communauté internationale, dans la communauté internationale, je mets les organisations des Nations Unies, les casques bleus qui étaient déjà sur place, je mets notamment les États-Unis, la France, qui étaient des puissances, en fait. Parce qu'après tout, il y avait cette lutte géopolitique, géostratégique plutôt, comme le soulignait Marc. Il y avait cette lutte géostratégique entre les États-Unis et la France. Ça, il faut pas se le cacher. Et donc, cette lutte, on la retrouve même aujourd'hui dans la situation qu'est actuellement la République démocratique du Congo. C'est juste une dérivée, en fait, du conflit rwandais, du génocide rwandais. Donc les responsabilités, je voulais dire, sont partagées sur cette question, parce que je ne vois pas en quoi la France ne pouvait pas intervenir, en fait, pour éviter certains massacres, quand bien même elle était en sous-effectif, en fait. Donc il y a cette question qui est importante. Je ne vois pas aussi pourquoi des hommes bien équipés, bien sûr, des Nations Unies, se permettraient de se retirer, en fait, d'une zone de tension alors qu'ils pressentaient venir quand même un génocide. Il y avait aussi de la conspiration parce qu'il y avait une milice qui était formée, militairement, je veux dire,
pour une milice qui était composée entièrement de Hutus, dont on connaissait en fait la haine qu'ils nourrissaient contre les Tutsis. Et donc, pourquoi en fait ne pas prévenir plutôt que de guérir en fait après juillet 1994. Donc, il y avait cette question qui était très importante. Il y avait le financement aussi par rapport aux armes qui ont été utilisées. Donc, la plupart, c'était des machettes qui ont été utilisées pour tuer ces armes sont venues de l'extérieur. Donc, il y avait une volonté, ou du moins le silence de certains n'a pas permis en fait de décanter la situation de crise qui était déjà là. Mais pour venir à mon premier propos, il faut retenir, c'est trop facile en fait de responsabiliser la France, les États-Unis sur la question en fait du génocide rwandais. À la base, il y avait des identités qui étaient antagoniques, des identités qui n'étaient pas collectives. Donc, il fallait au niveau de l'État rwandais gérer cette tension et on ne serait pas arrivé en fait à ces génocides. C'est ce que fait Paul Kagame et à mon avis, il le fait bien. Maxime, Oui, j'ai bien compris. on a entendu pas. Oui. Je commençais en fait à réagir. Oui, on a entendu parler financement, on a entendu parler complot. Finalement, je suis frustré parce que je connais pas assez bien cette affaire, même si j'ai une intuition naturelle. Non, mais disons que bon, on prend beaucoup de pincettes effectivement pour évoquer la possibilité d'un complot. On parlait il y a pas longtemps dans une dernière émission de l'ONU qui était censée prévenir les guerres, etc. Bon, j'en ai parlé pas mal aussi. Bon, j'ai l'impression, moi, donc pour faire un constat un peu global, que disons que au niveau depuis une certaine époque maintenant, j'ai l'impression que le financier a outrepassé le pouvoir politique. Et que dans notre monde moderne, on a des élites, je dirais, qui sont internationalisées. C'est-à-dire que le schéma traditionnel a disparu. On n'est plus vraiment sur, je dirais, des politiques locales ou ce genre de choses. On est vraiment sur une poignée d'élites, c'est-à-dire dans un monde oligarchique, finalement, qui oppresse et qui dirige par le biais du financier, notamment, de la finance internationale. Je pense que cette élite-là nous oppresse, nous, en France. Et on le voit aussi en Afrique. On voit que, je dirais que cette finance... Excusez-moi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu avais dit aidez-moi là, parce que... Oui, bien sûr. Nicolas, j'essaie de rentrer... Oui. Vas-y, je t'en Tu prie. disais justement qu'il y avait plus que le financier avait pris le pas sur le politique. Ouais. Et même en Nicolas Afrique. parlait de financement, Oui, de oui, complot, oui. de choses qui Et que du coup, donnaient une intuition. C'est qu'en Afrique... oui, voilà, ça y est, je me souviens de mon idée. Ça y est. C'est que, parce que oui, ça refait référence à ce que tu disais un peu plus tôt là, dans la discussion par rapport à la démocratie et tout ça. Et c'est là où moi j'ai une petite réserve, c'est que justement, moi j'ai l'impression que cette élite-là, on parle de complot, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs cachés et des objectifs affichés, et que donc il y a une dichotomie entre les deux, c'est-à-dire la face publique et la face cachée, je dirais. Voilà. Et que ce système de domination, avance donc à visage couvert, et que son cache-sexe, c'est justement cette phase de la démocratie. Ce discours que tu avais un petit peu tout à l'heure, sur lequel j'ai un petit peu je dirais des réserves, parce qu'on s'aperçoit, nous déjà en Occident, et on le voit, c'est ça justement la transformation qui est en train de se passer en ce moment, à mon avis, en Afrique, c'est que des sociétés traditionnelles, on est passé sur des sociétés de marché, et que la démocratie est le système compatible avec la société de marché qui permet donc la domination de cette élite internationale, et donc de la domination financière. C'est pour ça que, quelque part, si je peux me permettre de te mettre en garde sur cette notion de démocratie, parce que d'ailleurs tu rappelais tout à l'heure qu'il ne faut pas faire l'erreur en Afrique d'emprunter, je dirais, un logiciel occidental. Ouais. La démocratie est un concept occidental. Et je ne sais pas, tu vois, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment le modèle qui est le plus adapté pour l'Afrique? Est-ce que c'est le modèle culturel de l'Afrique? Moi, j'ai une vision très critique de la démocratie, puisque je vois le visage qu'elle a dans nos pays en Occident, et je ne suis pas convaincu qu'elle permette réellement l'harmonie et le bien-être et tout ce que tu défends. Moi, je me retrouve complètement dans les valeurs que tu défends, qui finalement, moi, je pense que ce sont des valeurs nationalistes en réalité. Mais la démocratie,
si tu veux, moi j'entends par démocratie, j'entends Bush parler, quoi. Si tu veux, j'entends Nicolas Sarkozy, j'entends, si tu veux, Bernard-Henri Lévy, et on voit bien que c'est, si tu veux, le prétexte humaniste qui est systématiquement employé. Regarde quand l'Occident prétend partir dans des guerres qui libèrent de l'oppression, d'un tyran, etc., et puis qui vont installer la démocratie. Tu vois, je dirais, peut-être faire attention à ne pas prêter le flanc à l'ennemi, parce que je pense qu'en fait, on a un ennemi commun, mais quelque part, tu sais, il y avait une phrase qui disait « tu es des miens parce que tu es des tiens ». C'est-à-dire que je pense qu'on est sur un combat similaire. Toi en Afrique, je dirais peut-être moi en France, parce que c'est... Starchy et Hutch de... Non, mais c'est-à-dire que finalement, bon, moi je me sens français, et je sens en fait qu'on subit, malgré les différences géographiques, on subit une oppression similaire. Parce que je pense que je parle de cette oligarchie un peu mondialisée. Voilà, peut-être faire attention à ce concept de démocratie. Voilà. Je vais évidemment, puisqu'on ne peut pas faire autrement... Et désolé pour j'ai perdu mon... Non, il n'y a pas de souci, on va juste laisser répondre Christian, parce que sinon ce ne serait pas juste pour la tenue du débat. Oui, puis je suis curieux de savoir ça. Mais assez brièvement, puisque vous voyez que le temps passe et que nous allons sinon être très en retard sur la fin de cette émission, et surtout qu'il nous reste un sujet à évoquer. Et je te laisse donc y répondre. Juste avant, je pose la question, on la reposera d'ici la fin de l'émission, mais quand même pour nos auditeurs, il faut la poser cette question. La question du soir, et à laquelle je vais vous demander évidemment, messieurs, de ne pas répondre, sinon nos auditeurs, ce sera trop facile pour eux. Comment s'appelle le président rwandais assassiné en 1994 ? Vous pouvez bien sûr répondre à ce jeu sur le site de Radio Rec dans l'émission Politiquement Incorrect, en remplissant le formulaire qui se trouve à la fin de notre article sur l'émission de ce soir du 18 décembre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Il y aura un abonnement à un magazine quotidien. A priori, on n'est pas tout à fait fixé parce qu'il faut qu'on règle ce petit problème avec notre ami le président. Je pense qu'on laissera le choix libre sur le quotidien, mais c'est surtout sur la date qu'il faut qu'on s'accorde. La durée de l'abonnement, qui sera a priori d'1 mois ou 2, j'imagine, en fonction du prix du quotidien. Mais ça, nous n'avons pas cette information technique. Mais comme c'est la dernière, je suis bien obligé de faire la question ce soir sans avoir toutes les données du jeu. Mais voilà, un beau cadeau. Très beau. Merci Marc. Christian, je t'en prie pour la réponse à Maxime. Alors pour répondre à Maxime, je pense qu'entre le pire et le moins bon, okay, je préfère choisir le moins bon en fait. En ce sens, je choisis la démocratie, mais au détriment en fait de l'autoritarisme, de l'unipartisme. Okay. Dans la démocratie, il y a l'idée conceptuelle en fait du compromis, du consensus. C'est dans ce sens qu'il faut embrasser la démocratie. Mais quand la démocratie prend une connotation idéologique, quand par exemple Bush déclare un discours qu'il faut aller en Irak pour libérer en fait les Irakiens de leurs oppresseurs, je pense qu'on ne libère pas les gens, on laisse les gens, on leur donne les conditions pour se libérer eux-mêmes. Okay? Quand tu libères quelqu'un de son emprise, tu ne libères pas la personne en tant que telle. Tu continues à contrôler la personne. Et il y a cette question en fait sur tous les outils tels que le développement, aide publique au développement en Afrique, tels que coopération militaire, assistance technique. Donc on est tout le temps sous le joug en fait de quelqu'un qui édicte les règles. C'est dans ce sens que je dis que dans aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, dans l'idée de construire des États-nations démocratiques, il faudrait qu'il y ait assez de responsabilité, assez de courage, et de la part des intellectuels, de la part des universitaires, de la part des politiques, pour construire un savoir notamment autour de la démocratie, parce que ça reste un concept. C'est à chaque peuple en fait de déterminer qu'est-ce qu'est pour lui la démocratie. Et là, c'est très important. Bien sûr, il faut prendre plein de précautions sur la question de la démocratie, parce qu'il y a plein d'idéologies, et je partage tout à fait ton inquiétude là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a tout un travail qui est fait, un travail de déconstruction conceptuelle par rapport à aujourd'hui ce qui est démocratie, liberté des individus, les droits humains, etc. etc. Donc, j'ai juste une dernière question. Oui. Du coup, que je n'ai pas formulée tout à l'heure, mais je ne sais pas si tu connais un intellectuel alors français, mais il est reparti vivre en Afrique, qui s'appelle Kémy Séba. Je ne sais pas si tu connais. Je vois, ouais. Et donc lui, son projet, c'est le panafricanisme, etc. Et donc, son idée, si j'ai bien compris, c'est, disons, de créer, voilà, via le panafricanisme, disons, un espèce de front commun vis-à-vis du mondialisme, vis-à-vis de l'oppression,
qui concerne finalement beaucoup de pays africains, parce qu'au-delà des identités, je dirais, locales, il y a un dénominateur commun, c'est peut-être une oppression vis-à-vis de l'Occident. Voilà. Et quel est ton avis, toi, par rapport à Kémy Séba? Kémy Séba qui présentait, en fait, qui participait à un plateau, à un plateau au Sénégal, donc la 2STV, que je connais très bien, que j'écoutais aussi, hein, parce que jusqu'à un temps, j'étais panafricaniste. Mais dans le panafricanisme, il y a une grosse limite, en fait. C'est la limite qui consiste à dire, en fait, l'Afrique aux Africains, la limite du repli. Okay? La limite de penser que tout est contre nous. La limite de penser qu'il ne faut pas s'ouvrir à l'universel. Je pense qu'il y a dans certaines idées, il y a de l'universalisme, il y a du pluralisme. On peut, en fait, se sentir dans ces idées. Et quand on ne s'y sent pas, il n'y a pas besoin d'y entrer. Sur la question de la démocratie, notamment, sur la question, en fait, du respect des droits des femmes, du respect des droits de l'homme, du respect des groupes minoritaires, en fait, on ne peut pas aujourd'hui réfuter le concept de démocratie. Aujourd'hui, Kémy Séba, son discours, il est clair. En résumé, c'est il y a un système qui nous oppresse. Scientifiquement, tu ne peux pas montrer, en fait, qui est le système, qui est-ce qui dirige le système, qui est-ce qui contrôle le système. Oui, on peut dire qu'il y a des lobbies par-ci, par-là, ok? Mais je pense que c'est à chaque peuple, en créant son projet, en construisant sa politique, se crée en même temps un système. Parce que le système, c'est un ensemble aussi d'individus, un ensemble de règles qui, à un certain moment, devient contraignant. C'est comme ça qu'il faut comprendre le système de définition sociologique terre à terre, en fait. Il faut le comprendre comme des acteurs qui ont établi des règles, des valeurs qui, à un certain moment, vont devenir très contraignantes. Et nous sommes dans ce système. Ça peut être le système capitaliste aujourd'hui, ça peut être le système démocratique. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut s'opposer, en fait, à toutes les valeurs, à toutes les idées qui appellent à l'ouverture, les idées qui appellent à l'universalisme, à la recherche de la connaissance, à la démocratie, au respect des droits de l'homme? Je ne pense pas. Par contre, il faut prendre ses précautions et il faut être très prudent, en fait, par rapport à certaines idées qui cherchent beaucoup plus à emprisonner, beaucoup plus à recoloniser les mentalités plutôt qu'à les ouvrir ou les laisser s'épanouir. Hugo avait une dernière question sur le Rwanda, je crois. Non, pas du tout. C'est pas une question, je sais pas pourquoi tu me prêtes je ne sais ce rôle de questionnaire. Non, c'est juste une citation de Winston Churchill qui me semblait très juste. Et cette citation, elle dit simplement: la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres déjà essayés dans le passé. Voilà. Bien voilà, ce sera le mot de la fin sur ce sujet-là. Alors, on avait eu la semaine dernière, il y a 15 jours, une chronique d'Hugo sur la francophonie avec un F majuscule, francophonie avec un F minuscule, si je me souviens bien. On va peut-être pas rentrer dans un débat, messieurs, qui nous porterait à aller jusqu'à la mise sous alarme de ce bâtiment, et dans auquel cas ça ferait mal aux oreilles, mais simplement demander à Christian son avis sur cette question, et ensuite à Maxime qui n'était pas présent, et évidemment on demandera la conclusion ou une synthèse à Hugo si besoin sur le sujet. Tu voulais rappeler quelque chose peut-être, Hugo, avant juste tout en préambule, rappeler la date de l'émission en question. Il y a 15 jours, le 4 décembre, le jeudi 4 décembre. C'était la même émission que pour le Rwanda, justement. Tout à fait, donc vous pouvez réécouter toutes ces émissions. Avec une passerelle magnifique entre les deux sujets. Voilà, c'est bien le seul truc magnifique qu'il y avait. Non, je rigole, je veux pas dégoûter nos auditeurs. Allez écouter cette émission, mais effectivement... Il gâche tout. Il cache tout le plaisir. Non, n'hésitez pas à écouter le podcast, et puis on accueille bien évidemment avec chaleur et bonheur ce complément de Christian. Non, c'est pas du tout. Non, mais c'est pas du tout un complément. C'est juste soulever, en fait, quelques inquiétudes pour ouvrir le débat aussi, comme ça a été le cas sur le Rwanda. Et puis c'est une démarche que je trouve très intéressante d'ailleurs. Alors, la francophonie, je disais en discussion informelle avec Nico, que j'y étais pas trop favorable, en fait. J'étais nuancé sur l'idée de la francophonie. Autant je m'émerveille, en fait, je suis content de parler la langue française, de l'apprendre. C'est pas ma langue maternelle, donc je l'ai appris en allant à l'école. Autant l'institution, en fait, l'institution qui s'occupe de la langue française, dans sa logique, dans ses manières de faire, en fait, j'ai des réticences là-dessus. Alors, elle reste intéressante, la francophonie, en tant qu'institution. Alors, le français, on n'en parle plus. C'est une langue, c'est excellent, en fait,
de parler une autre langue qui n'est autre que sa langue maternelle, quoi. Je me réjouis aujourd'hui de parler 4 à 5 dialectes de chez moi, donc c'est super, c'est plutôt signe d'ouverture. Alors, sur la question de la francophonie en tant qu'institution, bien sûr, il y a la question démographique. La francophonie aujourd'hui n'est viable que parce que des États africains y participent. Ils doivent y rester. Aujourd'hui, en termes démographiques, quand on prend par exemple, on sait que 245 millions de jeunes en fait restent représentatifs de la francophonie et qu'un quart, voire même la moitié en fait de ces jeunes sont d'Afrique. Donc il y a toute une politique de pérennisation, toute une politique pour maintenir les États africains à la francophonie. Mais ma question est la suivante, et peut-être qu'Hugo va apporter des réponses à ça. Alors, est-ce que les valeurs que véhicule la francophonie aujourd'hui profitent nécessairement, ou du moins profitent tout simplement à la majorité des États africains aujourd'hui, quand on sait en fait que le plus grand défi des États africains aujourd'hui, c'est d'abord l'intégration en fait au niveau national, supranational, au niveau continental. Ça c'est très important. Je le dis parce que tout simplement on sent une certaine concurrence entre la langue française et les langues locales. Donc, on hésite dans les politiques nationales à aller vers une forme d'alphabétisation, une forme de codification des langues locales, sous prétexte qu'il y a déjà le français qui est un facteur d'union en fait, entre d'abord des populations qui peuvent, entre des compatriotes, et puis entre des États. Donc ça reste une idée, une thèse pertinente, mais oui, mais jusqu'à quel point pousser le bout, jusqu'à quel point favoriser la langue française au détriment en fait des langues locales. Ça c'est la première question qui reste une question que moi je me suis tout le temps posée. Alors j'apprenais le français uniquement à l'école et chez moi on me parlait ma langue locale, on me parlait le Djola. Donc j'étais perdu entre les deux. Donc, tu mets en fait 10 ans avant de pouvoir, enfin j'exagère un peu, hein, tu mets 2 ans avant de pouvoir constituer un paragraphe correct. Je pense que si aujourd'hui on nous apprenait nos propres langues, nos propres dialectes, alors la production de savoir serait beaucoup plus rapide. Je pense qu'il y a un retard sur la production de savoir parce qu'aujourd'hui, on ne privilégie pas les langues locales. C'est la question que je me pose. Et ça, c'est à titre hypothétique. La deuxième question, c'est sur la dimension économique. Alors, c'est cette année, lors du 15e sommet à Dakar, chez moi, que Michael Jean a ouvert cette discussion sur ce que peut apporter la francophonie aux différents États membres. Alors jusque-là, moi, je ne vois pas du tout ce que, du point de vue économique, je ne vois pas l'impact positif en fait de la francophonie quand on sait que c'est un espace immensément large en fait et que les États africains qui, la plupart aujourd'hui, sont très pauvres, ont un PIB dérisoire, ne profitent pas de cette francophonie en fait. C'est plutôt les Qataris qui vont en profiter, c'est la France qui va en profiter, c'est les États-Unis qui sont, je crois, observateurs, c'est plutôt les pays industrialisés qui vont en profiter parce que tout simplement, ces pays en fait sont observateurs, participent à la francophonie parce qu'ils ont un marché. Et le marché, c'est qui? Le marché, c'est l'Afrique. Et donc, qu'est-ce que les populations africaines en tirent réellement? Et quelles peuvent être les politiques en fait pour aller vers une francophonie, des relations entre des gens qui parlent le français, des relations beaucoup plus équitables d'un point de vue économique, mais aussi social, comme vous voulez. Donc là se situaient mes deux inquiétudes. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse là-dessus, ou c'est pas forcément à toi qu'il faut, je sais pas. Après on peut discuter sur ces deux questions. Ouais, déjà je suis pas décideur à l'OIF, oui, l'Organisation internationale de la francophonie, donc je ne peux malheureusement que proposer des choses qui seront difficilement entendues par. Rassure-toi, c'est tous notre cas. Bon bah voilà. Moi je suis persuadé qu'ils écoutent l'émission tous les jeudis soirs. On leur enverra un CD au pire. Sur la première question d'abord, la question des langues.
c'est une question qui est toujours palpable. Hein, bah, tu peux le voir toi-même, c'est une question quotidienne, une question culturelle aussi. Je rappelais la dernière fois, lors de la présentation sur l'OIF, que justement ce débat se posait notamment au Sénégal, où les langues locales, 6 langues locales, pardon, ont été admises au Parlement. Quand je dis admises au Parlement, c'est-à-dire que les débats aujourd'hui peuvent se faire dans 6 langues, 6 dialectes locaux, en plus du français, le français restant tout de même la langue, on va dire, officielle de ce Parlement, puisque les textes resteront publiés dans cette langue-là. Et donc oui, évidemment que ça pose problème, parce que même si le français est la langue institutionnelle, la langue que l'on apprend à l'école, tous les députés aujourd'hui élus au Sénégal comme dans d'autres pays africains ne parlent pas le français. Donc déjà, il y a un problème de communication évident. Et comme tu le dis, ça passe par cette double éducation à la fois familiale et institutionnelle. Donc on apprend la langue locale chez soi et on apprend le français à l'école, ce qui fait que, évidemment, l'école se développant aujourd'hui, les députés qui sont aujourd'hui membres des parlements respectifs n'ont pas toujours suivi ces programmes qui se mettent en place. Et donc c'est aussi l'un des défis de la francophonie que d'encourager des politiques éducatives ambitieuses, je dirais. Après, sur la pertinence de ces politiques, c'est évident que moi je te cache pas que j'ai du mal à me situer, dans le sens où tu défends une politique universaliste, donc je dirais pas qu'il faudrait une seule langue sur la Terre, mais évidemment que parler que dans un espace donné l'on parle la même langue, ça aide le dialogue. Ça facilite toujours le dialogue que de parler la même langue que son voisin. Ça évite tout malentendu. Mais sur le sacrifice du coup des langues locales et aussi les difficultés de jongler entre les deux, je dirais que tu peux être la preuve que l'on peut parfaitement jongler. Alors après, à quel niveau? Non, mais c'est vrai, moi j'ai énormément d'admiration pour beaucoup d'Africains pour qui on pense, voilà, le français c'est la langue maternelle. Non, c'est la langue d'éducation. Voilà, il y a déjà une fracture là-dedans. Une admiration pour ces Africains qui parlent français mieux que les Français. Il y a qu'à simplement écouter déjà les discours politiques. Marc citait des grands chefs d'État post-décolonisation. Voilà, Félix. Oui, non, mais Félix Houphouët-Boigny, c'est peut-être le nom qui revient le plus facilement en tête. Et puis même très largement, les thèses ou les ouvrages écrits par des Africains sont 10 fois mieux écrits qu'aujourd'hui. Nos essais à nous, en France, je veux dire, la langue est très bien maîtrisée, quoi. Je veux dire, il y a même un côté empoulé terrible, mais ça montre quand même une maîtrise incroyable. Pour répondre à l'autre question sur le volet économique, très rapidement évidemment. Ouais, très rapidement, on va le faire. Rappelez déjà que la période Abdou Diouf à la tête de l'OIF était plus marquée par le volet politique, donc la résolution de crise, développement de la démocratie. On en revient toujours à cette question-là. Et aujourd'hui, c'est Michaël Jean qui veut développer ce côté économique qui, oui, il est très embryonnaire. On peut pas parler vraiment de coopération économique à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, en tout cas. Et toi, ce que tu voulais savoir, c'est plus sur la pertinence de cette question-là. Sur les États-Unis, de mémoire, ils ne sont pas membres, même pas observateurs. Le Qatar, par contre, il faut rappeler tout de même cette tendance qu'a la francophonie à accueillir de plus en plus d'observateurs qui ne parlent pas français. On cite le Qatar, il y a eu le Kosovo, voilà, il y a eu des États qui n'ont a priori rien à voir avec cette francophonie et qui jouent aussi de ce côté peut-être économique qui se développe, de ce côté intérêt qui peut évidemment exister, les marchés qui s'ouvrent. Je rappellerai, et cela fera sûrement sourire Marc, que l'Afrique c'est le potentiel de croissance de demain. C'est un Eldorado, pas seulement le Rwanda. Tranchant aussi. Oui, après il y a cette question de pillage des ressources, mais on va pas. Non, pas sans aller là-dedans. Mais...
Non, bon, bref. Tu passes le relais à Marc et tu fais bien. Marc n'avait pas beaucoup réagi sur la dernière émission et je crois que tu as une question ou une Sur observation la dernière émission. Ah oui, sur, sur, la francophonie. oui, sur Non, la non, francophonie. C'est le ce qui m'a sujet. fait réagir, c'est Hugo, je pense, enfin, vous avez déjà tout dit, puis moi je suis vraiment pas spécialiste de cette question-là, enfin de ces questions-là. Par contre, il y a un truc qui m'a interrogé, c'est la place, justement, tu disais, cette langue d'éducation. Bon, vous disiez que la langue d'éducation était le français, justement, on apprendrait, et c'est ça que disait Christian, c'est on apprendrait plus facilement et plus rapidement à apprendre le savoir avec nos langues maternelles, pour le coup. Et ça pose une vraie question, c'est en fait, je discutais la dernière fois que j'étais quand j'étais au Cameroun, je discutais avec un dirigeant d'une chefferie qui me disait, vous savez, vous les Européens, vous avez la plume plus facile, vous avez la main à écrire beaucoup plus, enfin, vous avez une facilité à écrire que nous n'avons pas. Enfin, pas dans le sens où on sait pas écrire, mais on va pas forcément tout de suite chercher la plume. En fait, justement, il disait ça, il disait, vous savez, les livres, ça traduit 10% de notre tradition, le reste, c'est que de l'oralité. Et du coup, c'est peut-être aussi ça, ce qui fait la passerelle entre les deux, c'est de dire, finalement, aujourd'hui, pourquoi le français est la langue d'apprentissage puisqu'en fait, on sait que l'oralité africaine est bien plus riche en connaissance de l'histoire africaine que ne l'est le livre qui en fait ne regroupe que, à mon avis, bon 10% c'est peut-être un peu extrême, mais d'ailleurs, si on arrive à 20-30%, on est déjà très large. Donc moi je pense que c'est aussi, il y a un très bon ouvrage qui est sorti, l'Afrique à l'épreuve de l'oralité, et je recommande, je trouverais, c'est aux éditions L'Harmattan, Cartala ou L'Harmattan, je sais plus, un très bon ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps et je le recommande. Maxime, sur la francophonie, un avis, Oui, une question disons que c'est vrai qu'à travers le monde, le français est quand même pas mal parlé. Souvent, c'est dû à une histoire coloniale. Bon, l'histoire est ce qu'elle est. Il faut aller de l'avant maintenant sur toutes ces choses-là et construire le futur. C'est sûr que je comprends l'inquiétude. Pendant qu'on apprend le français, du coup, c'est du temps qu'on pourrait consacrer à faire autre chose. Et est-ce que du coup, c'est pas un frein, etc. Je comprends tout à fait cette chose-là. Et donc, je dirais, moi, je suis français. Et les pays étrangers, c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire, quoi. Je veux dire, simplement. Et maintenant, bon, de fait, il y a un certain nombre de pays qui parlent français. Et je regrette vraiment, je déplore que ce soit pas plus exploité au niveau diplomatique, au niveau commercial. Je regrette que la France, je dirais, perde de plus en plus son prestige aux côtés des pays africains, aussi du Maghreb. Enfin, je pense qu'il y aurait beaucoup à faire avec ces pays-là, puisqu'on a un passé commun et que je pense que l'avenir pourrait se faire aussi beaucoup avec ces pays. Mais malheureusement, pour des raisons que je n'aurais pas forcément le temps de développer là, mais que j'ai souvent évoquées, la politique et surtout la politique étrangère de la France est pas mal court-circuitée. Et ce qui fait qu'on s'est beaucoup plus aligné finalement sur les intérêts des États-Unis et pas nos intérêts, je dirais, de la France bien comprise, quoi. Donc ça serait peut-être un travail à faire là-dessus. Je souhaite que ça aille dans cette direction. Je laissais évidemment les mots de la fin pour cette partie, pour cette thématique à Christian, si tu souhaites réagir, bien sûr, et à Hugo, qui avait évoqué le sujet, et donc on imagine qu'il te tient à cœur. Non, mais c'est juste pour revenir en fait sur quelques précisions. Alors, ça reste... C'est une ouverture extraordinaire en fait que d'apprendre une autre langue. C'est impressionnant. Moi, je te dis franchement par expérience, quand je me vois parler mes 4 dialectes, le français, et puis lire, comprendre, et puis parler un peu anglais, c'est super quoi. Après, Marc est revenu là-dessus, c'est surtout sur la question de la langue locale. Comment on peut qu'est-ce qu'il faut attendre de quelqu'un en fait qui a été éduqué dans sa langue locale, à qui en fait à un certain moment on lui demande de produire des connaissances, et quelles connaissances sont attachées à une autre langue qui n'est pas la sienne. Là devient le problème. Là ça devient problématique en fait. Je pense qu'il y a un certain retard du point de vue de la production de connaissances quand on prend aujourd'hui l'Antiquité grecque. En certains moments, la Grèce était la puissance européenne parce que les savoirs étaient produits plutôt en grec. Okay? On va prendre l'Empire romain. Okay? En certains moments, on est passé au latin. Donc il y a cette question, l'idée, le savoir devient beaucoup plus important dans une civilisation ou à un niveau beaucoup plus restreint dans un État ou dans un peuple, parce que le véhicule de ce savoir, c'est la langue de base, c'est la langue locale.
C'est à ce niveau que la francophonie, ou du moins en tant qu'institution qui défend et veut sauvegarder en fait la langue française dans tous ces États africains qui ont été anciennement colonisés, peut, à mon niveau, constituer une entrave en fait pour toute politique d'alphabétisation. Et puis, tu as bien résumé la chose en disant, Maxime, en fait, que c'est aux chefs d'État en fait de prendre leurs responsabilités et de mener des politiques en fait d'alphabétisation très sérieuses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, quant à la question de l'ouverture, on est tous d'accord que ça relève de l'universalisme, puis c'est important. Il y a d'autres questions sur l'institution en tant que telle, d'autres questions qui me dérangent, mais bon, comme on n'a pas le temps, je laisse la parole à Hugo Ouais. pour conclure. Oui, non, c'est intéressant et important de rappeler que la langue, c'est quand même un outil géopolitique et un outil de puissance à l'échelle internationale. Un outil géopolitique notamment parce que les politiques concernant l'éducation linguistique, elle est le fait des chefs d'État, comme vous l'avez rappelé. Et ça a été le cas notamment au Rwanda. C'était la transition qu'on avait eue la fois dernière. C'est que C'est magnifique. le Rwanda, après le génocide, a décidé que sa langue officielle ne serait plus l'anglais, mais le français. Plus le français, mais l'anglais. Parce qu'il y a eu une rupture diplomatique avec les Français. Et bien que ça soit un outil géopolitique d'importance, et il y a bien d'autres arguments pour le montrer, j'aimerais souligner que l'OIF, ce n'est pas seulement des politiques éducatives et des politiques linguistiques, c'est aussi de la politique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et je l'ai souligné il y a 15 jours. Et puis c'est aussi, et je pense que ça va le devenir sous le mandat de Michaël Jean, une puissance économique à déterminer. Eh bien, ce sera un des sujets que nous pourrons bien sûr suivre durant l'année 2015 et les années suivantes, éventuellement. Dans Politiquement Incorrect. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Merci Christian d'avoir répondu à notre invitation. Merci Hugo, merci Maxime, merci Marc. Je rappelle la question qui va vous permettre de gagner un cadeau, sans pouvoir être beaucoup plus précis. Comment s'appelle le président rwandais assassiné en 1994 ? Radio-rec.fr pour répondre à la question sur la page de l'émission d'aujourd'hui, à savoir le 18 décembre. Vous pourrez bien sûr répondre à cette question via le formulaire qui est présent à l'intérieur. Messieurs, nous n'avons évidemment pas eu le temps de revenir sur cette année 2014, mais ce n'est pas un problème car nous le ferons à l'occasion de la première ou de la deuxième émission de l'année 2015. Nous reviendrons sur les grands sujets. Je sais que Hugo en avait quelques-uns, évidemment toutes les couacs internet qui ont pu exister dans le gouvernement, également le terrorisme. Et je rappelle que Serge Lazarevitch, otage retenu par AQMI depuis des mois et des mois, a été libéré la semaine dernière. C'était l'actualité de la semaine dernière. Voilà, nous n'avons pas eu l'occasion de l'évoquer depuis. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler en 2015. Tout comme le travail le dimanche, c'est d'actualité en ce moment, mais également les élections départementales qui auront lieu l'an prochain, et ça soulèvera certainement une émission autour des collectivités. Je pense aux agglomérations qui vont fusionner, à ce genre de choses. Voilà, et puis puisqu'on est sur le terrain de la politique, eh bien, je pensais également à Nicolas Sarkozy qui est revenu en politique, président de l'UMP dorénavant, et qui a certainement pour objectif 2017, comme bien d'autres, ce sera certainement un des sujets que nous évoquerons en 2015. Voilà. Je vous rappelle donc que vous pouvez répondre à la question de ce soir pour tenter de gagner un abonnement à un quotidien. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir l'actualité chez soi puisqu'on est une émission d'actualité et de politique. Et bien, grâce à nous, vous pourrez gagner certainement un abonnement. Tous les renseignements complémentaires, puisque nous ne pouvons pas en donner beaucoup plus dans cette émission, seront sur le site internet de l'émission ainsi que sur Facebook. Voilà, notre social... webmaster Hugo s'occupera de tout ça bien sûr puisqu'il le fait très bien tout au long de l'année. On dit community manager. C'est ça, mais je cherchais le mot, alors bon, c'était pas écrit sur ma fiche. On t'en veut pas. A priori, pas d'émission Cinebdo demain, Hugo, c'est ce que tu me disais. Bon, C'est ce que Robin nous annonçait tout à l'heure. Voilà, mais en revanche, a priori, on espère en tout cas, l'émission de la première d'Ondes Urbaines. On a eu des répétitions la semaine dernière sur la nouvelle émission d'urbanisme de Radio Rec. Voilà, donc on espère la première demain avant les vacances et avant une année 2015 où ils seront présents assez régulièrement sur les ondes. Voilà, Ondes Urbaines, eh bien, bienvenue à cette émission sur Radio Rec. On espère que vous allez nous rejoindre. Ça peut être une de votre résolution 2015 de venir rejoindre Radio Rec, et en particulier on pense à nous avant tout Politiquement Incorrect si cela vous
vous intéresse, pour monter vos émissions ou eh bien venir dans la nôtre, agrémenter cette émission comme l'a fait Christian ce soir et on l'en remercie. Voilà, merci messieurs, Merci je à vous toi, souhaite, Nico. et je souhaite à nos auditeurs bien sûr, de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, et puis une très belle fin d'année 2014 qu'on a eu un grand plaisir de marquer, d'épiter, un grand plaisir à partager avec vous dans cette émission. Non, mais je ne suis pas dépité, c'est bien, voilà. Finis Voilà. ta phrase, Tu es, bah, c'est tu es parfait. content aussi d'avoir passé cette année 2015 avec nous, avec les Ah, auditeurs. mais très, comme toujours. 2015, ce serait. 2014, 2015, pardon. oui, T'es non, content? y a pas de Voilà, bon allez, problème. on passe en 2016 maintenant. Oui, non, mais c'est très bien. Et c'est 2017, non? très bien. Bah, écoute, si la radio est encore là, oui. pourquoi Ah pas. oui. Présidentielle 2017, non? ça Non, je t'intéresse crois, pas. oui, non, Non, ça, bon. ça m'intéresse pas. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Très belle soirée, très belle fin d'année à tous et à toutes. Et restez bien sûr au contact des programmes de Radio Rec qui continuent sa diffusion en permanence. Bonne soirée. Bonne soirée. Radio Rec. La radio étudiante.